Bienvenue à l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. Je m'appelle Erika Salem, je suis agente de programme et chargée de projet pour l'Espace Cuisine, agente de programme pour le Conseil du système alimentaire montréalais. Aujourd'hui, on collabore avec le collectif Récolte pour vous parler d'une démarche qui a été menée par le collectif Récolte sur les forces et maillons manquants de l'approvisionnement local et solidaire à Montréal. C'est les résultats d'une démarche qui a duré presque plus d'une année, si je ne m'abuse, et qui a été menée par Isabelle Vandeplat de Collectif Récolte, puis on est appuyé aujourd'hui par Émilie Boivin. On va changer de diapositive. Donc, on rappelle très rapidement, pour les gens qui nous rejoignent pour une première fois, il y en a que ça fait déjà 25 peut-être webinaires que vous avez vus de l'Espace Cuisine. Oh, ça commence à être répétitif, mais pour les gens qui n'ont jamais vu un webinaire de l'Espace Cuisine, c'est un espace qui vise à rassembler les personnes qui travaillent pour la sécurité alimentaire des Montréalaises et des Montréalais afin de partager les outils, les bonnes pratiques, les leçons apprises qui tous les projets qui visent à répondre aux besoins alimentaires des Montréalaises et des Montréalais. On veut se partager tout ce qu'on connaît, nos idées, mieux comprendre c'est quoi les actions prometteuses pour renforcer la sécurité alimentaire et les systèmes alimentaires locaux à Montréal. Donc, concrètement, qu'est-ce que l'Espace Cuisine? Ben, je vous ai dit, on fait des webinaires, c'est des genres de forums participatifs, donc on veut toujours on veut toujours vous entendre. C'est la raison pourquoi on vous a aujourd'hui, on veut vous lire, on veut vous entendre, on veut échanger avec vous. On fait aussi des promenades découvertes des systèmes alimentaires locaux. Donc, à travers les quartiers, l'automne dernier, on a commencé à faire des promenades pour voir c'est quoi les projets, comment fonctionnent les concertations en sécurité alimentaire, c'est quoi les actions qui sont dans les quartiers pour renforcer la sécurité alimentaire et les systèmes alimentaires locaux. On fait des recherches, notamment on a fait une recherche sur les concertations en sécurité alimentaire à Montréal parce que c'est complexe, il y en a de plus en plus. Qui fait quoi? C'est quoi les enjeux des concertations? Puis on a une prochaine recherche au courant de la prochaine année, on va s'intéresser au financement de la sécurité alimentaire à Montréal, puis on va certainement vous revenir avec des occasions de nous nourrir sur ce mandat-là de recherche qu'on veut développer au courant de 2024. On est en train de développer notre site web, puis justement, en janvier 2024, je vais vous envoyer des nouvelles. Vous allez pouvoir voir tous nos webinaires, les recherches, tout ce qu'on fait sur notre site web qui est en train d'être revampé. Oui, prochaine slide. All right. Donc, ça, c'était des photos des promenades. On va passer. Aujourd'hui, le webinaire, donc, je vous disais, c'est de présenter la démarche de co-conception sur l'approvisionnement local du collectif Récolte. Puis on veut vraiment, l'objectif clé, là, puis c'est pour la raison pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'on veut déterminer quelles organisations qui sont intéressées à poursuivre la conversation à propos des différentes sous-thématiques qui sont ressorties dans la démarche. Donc, on va vous présenter ces sous-thématiques-là, puis on va vous demander à quelle sous-thématique vous êtes intéressé à collaborer, à peut-être même porter si vous êtes motivé. Prochaine diapo. Donc, les personnes intervenantes, je vous ai présenté, il y a Isabelle Vandeplas qui travaille pour le collectif Récolte, chargée de projet de solutions logistiques alimentaires régionales et solidaires, qui travaille pour le Salim. On va avoir un témoignage par Hélène Saint-Jacques, qui est directeur général de la centrale agricole. Puis, il y a Émilie Boivin qui est là en chargée de projet approvisionnement alternatif et solidaire, qui travaille aussi pour le Salim. On va vous inviter d'ailleurs à jouer sur un Miro aujourd'hui. Donc, ça va se passer sur la plateforme. Prochaine slide. Donc, je vais juste commencer par faire un petit remue-ménage. On vous a posé des questions quand vous êtes inscrit au webinaire. On vous a demandé, connaissez-vous des synergies qui devraient être renforcées dans notre système alimentaire afin d'accroître l'approvisionnement local et solidaire à Montréal? Évidemment, on dirait fins finaux et fins finettes qui ont répondu, oui, bien sûr, j'en connais. Mais on a eu des réponses plus concrètes qui disaient notamment, oui, il y a des synergies qui seraient intéressantes, qui sont intéressantes au niveau du partage de données. On a eu des listes de partenaires en approvisionnement. On a des données, on se partage des données sur les prix. On se partage des informations par rapport aux produits qui sont disponibles.
Il y a, au niveau des éléments structurants, il y a des initiatives de mutualisation d'infrastructures qui aident à s'approvisionner, que ce soit au niveau de la distribution, du transport, l'espace de stockage, l'espace d'entreposage, la transformation, les cuisines. Donc, il y a ces volets-là. Il y a d'autres réponses aussi sur la prochaine slide. Il y a des processus d'appel d'offres et de contrats. Donc, des fois, au niveau des contrats d'approvisionnement, ça peut aider de se partager juste comment les contrats sont établis. C'est des moyens qui peuvent être partagés entre parties prenantes pour renforcer notre capacité d'approvisionnement. Il faut qu'on travaille au niveau des politiques et de la réglementation. Il y a des arrimages dans les plans et les politiques entre les différents paliers gouvernementaux qui peuvent être faits. Puis il y a des nouvelles réglementations qui peuvent être soit des nouvelles ou soit des modifications de réglementation qui peuvent être faites pour renforcer l'approvisionnement. Puis il y a différentes, vous avez nommé différents projets structurants, des collaborations. Vous avez nommé des initiatives, toutes les initiatives entourant l'alimentation scolaire. Donc, on nomme le chantier par sucre, la mesure 15012, M361, le maillage avec la CAP et la PMQ, l'Association des producteurs maraîchers du Québec. On a l'accompagnement de l'ITHQ que pour les menus locaux. Il y a la MAMS, Arrivage, l'Aube pas nourricier. Donc, vous connaissez. Ah, il y a Ariane Nadeau de Moisson Montréal qui se unmute. Merci. Et puis, on va passer à l'autre slide. Il y a une autre question qui vous a été posée qui était, est-ce que votre organisation prend part à des initiatives pour faciliter la mise en marché mutualisée? Vous avez nommé les financements de projets. Effectivement, il y a plein de financements qui permettent de faire un approvisionnement mutualisé, particulièrement dans les quartiers à Montréal. La SNAC peut avoir une influence sur votre capacité à mettre en marché. On pense à tout ce qui est dans les institutions dans ce cas-là. On parle de la stratégie nationale d'approvisionnement en aliments du Québec. Le réseau des acteurs en sécurité alimentaire de l'Ouest de l'île, donc les concertations, on en a une dans l'Ouest de l'île, il y en a plein des concertations à Montréal, donc les différentes concertations et systèmes alimentaires locaux qui se développent à travers l'île de Montréal peuvent aider à l'approvisionnement. La MAMS, il y a des collaborations avec Provert, on parle de la carte proximité, commune assiette, et puis il y a quelqu'un qui nous a mentionné, puis je tiens à le mettre de l'avant, non, notre organisation ne prend pas part à des initiatives pour faciliter la mise en marché parce qu'on n'a pas l'ambition d'avoir des produits locaux, mais on souhaite offrir des meilleurs prix. Je pense que c'est une réalité qui est à prendre en compte et à noter particulièrement. C'est super important à garder en tête quand on parle de sécurité, d'approvisionnement en sécurité alimentaire. La question du prix est super importante. On va passer. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole, tout le contrôle à mes collègues du collectif Récolte qui vont vous présenter. Émilie, la parole est à toi. Bonjour à tous et toutes. Je vais laisser Isabelle prendre un petit moment pour le mettre en plein écran. Voilà. Merci d'être en si grand nombre. Alors, Erika m'a déjà présenté, mais enchantée, Émilie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le collectif Récolte puis participer un peu plus au questionnement avec pour la suite de la démarche. Qu'est-ce que c'est le collectif Récolte? C'est vraiment la mission de miser sur l'intelligence collective et la mobilisation communautaire pour catalyser, mais aussi créer, co-créer des solutions locales afin de mener des pratiques alimentaires durables, mais créer aussi un avenir meilleur pour tous et toutes. La vision, c'est vraiment d'œuvrer en faveur de systèmes alimentaires plus justes qui soutiennent les économies locales florissantes, des communautés en santé et des environnements naturels résilients. Au sein du collectif Récolte, il y a deux programmes. Alors, le Nourrir l'innovation, qui est un programme en innovation sociale bioalimentaire, mais aussi le programme SALIM pour système alimentaire local et intégré à Montréal, qui est un programme de solutions logistiques alimentaires financé dans le cadre de Montréal en commun, qui est suite à la victoire de Montréal au défi des villes intelligentes. Plus concrètement, qu'est-ce que c'est le SALIM? C'est la vision d'avoir des aliments sains issus d'une agriculture de proximité accessible aux personnes en situation d'insécurité alimentaire à Montréal, mais plus largement à tous les Montréalais et Montréalaises. La mission, c'est vraiment renforcer le réseau d'approvisionnement des organismes communautaires, mais aussi d'assurer un accès au marché pour les producteurs locaux par le biais notamment d'un réseau d'infrastructures physiques, mais aussi numériques mutualisées. Un petit délai. Au niveau des stratégies d'action, alors on va passer par la production de données probantes à la co-création avec les partenaires du changement,
Ensuite, expérimentation et transfert d'apprentissage pour ensuite aller à la pérennisation et l'intégration de solutions, notamment la démarche de co-conception qu'Isabelle va vous présenter par la suite s'inscrit vraiment dans la co-création avec les partenaires du changement. On est venu finalement actualiser les besoins de l'écosystème pour pouvoir ensuite proposer des solutions structurantes aux acteurs. Donc, sans plus, je laisse la parole à Isabelle. Merci Erika, merci Émilie, puis bienvenue tout le monde. Donc, comme vous voyez, on va transiter sur la plateforme Miro et je vais vous envoyer le lien pour cette plateforme-là. Donc, normalement, si vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement sur la page où je me trouve à travers le Zoom également. Et pour ceux et celles qui ne sont pas habitués de travailler avec Miro, on vous a donné quelques consignes ici. Donc, premièrement, si vous voulez, à travers toute la présentation, poser des questions, on vous invite à le faire soit dans le chat du Zoom, mais vous pouvez aussi utiliser ici à gauche le bouton commentaire qui vous permet à n'importe quel endroit d'ajouter un commentaire à l'écran. Il y a des post-it ici qu'on va utiliser un peu plus tard pendant la présentation. Puis si à un certain moment, par mégarde, vous faites un zoom out étrange, vous allez voir qu'il y a un bouton en bas de votre écran qui s'appelle Retour à Isabelle et qui vous permet donc de rejoindre automatiquement la discussion là où je me situe. Donc, si vous voulez, pour commencer à tester, en fait, on vous encourage. Donc, oui, premièrement, c'est important de rejoindre dans Miro parce que sinon, vous n'allez pas avoir accès aux fonctionnalités. Et on vous demanderait donc de prendre chacune un post-it pour venir ajouter votre nom à l'écran ici. Donc, on ajoute un petit post-it, on met son nom puis son organisation. Donc, Isabelle, je vais juste dire, s'il y a des gens qui éprouvent des difficultés avec Miro, n'hésitez pas à lever la main, surtout en début là, de maintenant, dans la prochaine minute, parce qu'on peut vous aider. Si vous ne voyez pas la présentation, ça se peut juste que ce soit parce que vous avez un zoom in, un zoom out, ou dites-nous là si vous éprouvez des problèmes, ça va nous faire plaisir. Oui, il y a Alexander qui a la main levée. Ouais, je peux pas ajouter le Sposit parce que quand je drague ça et puis ça n'amène pas. OK, il faut cliquer quand vous êtes dans le Miro, il y a le petit menu sur la gauche. Il faut cliquer dessus pour créer un post-it. On va mettre le son. Puis, une fois. J'arrive pas à m'inscrire. Ah, je vois le son, je l'ai depuis tantôt. Ouais. Ah, on a Mais je Michel réussis Vézina pas qui à nous m'inscrire. rejoint. Il demande de s'inscrire. Qui est présent? Bonjour. Où est-ce qu'on s'inscrit? Il y a Michel Vézina. Oui, Ça? Michel, vous pouvez Pas vous. sur le Miro, sur la plateforme Miro dont on vous envoie le lien dans le chat du Zoom. Je vais remettre le lien encore une fois. Donc, sur Miro, vous pouvez ajouter votre nom à l'écran en prenant un petit post-it ici à gauche de l'écran. Donc, Alexander, est-ce que ça va mieux maintenant? Je vois qu'il y a plein de gens qui ont Non, des. Ah, OK. je clique sur le lien pour voir. Ok. S'il y a des gens vraiment, si ça ne fonctionne pas, il n'y a aucun problème. Aussi, comme je vous ai dit depuis le début, le chat peut vraiment vous aider à exprimer tout ce que vous voulez. On va le prendre en note, on va le transmettre, on va s'assurer que tout ce que vous exprimez soit pris en note. Mais je vois que la majorité des gens sont capables de s'en sortir avec la plateforme. Ça a l'air pas mal. Oui, et un petit rappel, si vous vous perdez sur la plateforme, vous allez trouver en bas de votre écran un Ah, bouton qui s'appelle semblerait que Retour ça à marche. Isabelle qui vous permet de rejoindre exactement la même vue qu'on a à l'écran en ce moment. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de noms qui sont apparus. Donc, On s'en sort. est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des questions ou des préoccupations par rapport à la plateforme? Sinon, on va pouvoir avancer. Donc, je vais vous présenter le contenu de la présentation d'aujourd'hui. Donc, vous voyez en fait la plateforme Miro au complet. Et donc, sur cette plateforme-là, on a les différents menus en fait de notre discussion d'aujourd'hui. Donc, la première étape, c'est que je vais vous expliquer c'est quoi cette démarche de co-conception dont on vous parle.
d'où elle est née, puis quels sont quels sont les objectifs de cette démarche. Ensuite, je vais vous présenter le rapport de la première étape de la démarche, donc qui a eu lieu cette année. Je vais vous montrer comment consulter les documents aussi, vu que ce sont des documents assez volumineux, donc ça va vous permettre de pouvoir naviguer à travers les documents vous-même. Par la suite, on va aller dans les faits saillants de cette première étape. Puis là, je vais vous amener à interagir avec nous dans le Miro à travers cette présentation. Et finalement, on va vous présenter la suite de la démarche parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Quelle est la suite de tout ce qu'on a fait ensemble? Et on va terminer par une période de questions et de discussions plus libres. Donc, commençons la démarche de co-conception. Donc, la démarche, on l'a nommée cycle d'approvisionnement alimentaire local, durable et solidaire à Montréal, parce que ce qu'on vise à travers cette démarche, c'est la base de la mission du Salim. Donc, c'est vraiment de s'assurer que la capacité de mise en marché et les revenus des petits producteurs durables d'aliments locaux puissent être augmentés. Et en même temps, comme on voit à droite, que l'accès aux aliments locaux et durables soit augmenté pour les organismes qui desservent les populations vivant en insécurité alimentaire à Montréal. Donc, on a mentionné les enjeux, il y a des enjeux de prix, c'est compliqué, mais c'est ça qu'on vise à travers le Salim, de faciliter ce cycle d'approvisionnement-là. Et dans la démarche de co-conception, on veut s'assurer aussi qu'on le fasse en bâtissant sur les initiatives qui existent déjà et qui sont portées par des acteurs existants. Et on veut faire ce travail-là avec une portée régionale pour la mise en marché vers Montréal. Donc, on regarde la production de façon un peu plus large, mais vraiment avec un objectif d'accès aux aliments dans Montréal. Alors, la démarche est partie du constat qu'en fait, il y a des nombreuses initiatives qui existent déjà ou qui émergent dans Montréal qui répondent à la mission du Salim et donc que ce cycle d'approvisionnement dont on parle est déjà peuplé de plein de petits morceaux de casse-tête, comme on voit à l'image ici. Donc, plutôt que de réinventer la roue, on s'est dit, bien, il faut qu'on arrive à créer des synergies entre ces différents morceaux de casse-tête ou qu'on identifie si potentiellement les petites pièces jaunes du casse-tête, s'il y aurait des maillons manquants qui font que les synergies aujourd'hui ne sont pas optimales ou qu'elles pourraient potentiellement être améliorées. Donc, ça, c'est l'approche qui est à la base de la démarche et on a voulu s'assurer, en fait, de faire ce travail ensemble. Donc, on a ramené les acteurs de différents maillons du cycle alimentaire autour d'une même table pendant le mois de mars. Et pour lancer cette idéation par rapport à ce cycle alimentaire qui, en même temps, va aller renforcer les producteurs, mais en même temps, va être accessible pour les organismes communautaires. Donc, ici, vous avez une carte des acteurs qui étaient présents. Donc, on avait des producteurs au regroupement de producteurs, on avait des pôles ou des initiatives de mutualisation alimentaire locale. On avait des organismes communautaires ou des initiatives qui desservent les consommateurs et consommatrices individuelles. On avait des organismes plus en concertation ou des organismes qui sont au niveau des arrondissements. Et on avait quelques organisations aussi qui ont un rôle un peu plus général dans l'écosystème alimentaire montréalais. Que si ça vous intéresse, on a mis la liste complète des organisations sur le Miro. Elle se trouve aussi dans le rapport, mais je vous inviterai donc à la consulter par vous-même par la suite. Donc, le rapport d'étape est en fait composé de 5 documents différents. Donc, le document principal, c'est le rapport d'étape lui-même. Et vous pouvez aller chercher ce rapport d'étape-là en cliquant sur le lien ou en consultant les courriels qu'on vous a envoyés ou en trouvant le lien sur la page du collectif Récolte. Donc, ce rapport est un résumé analytique de la première étape de la démarche et aborde aussi quelles sont les prochaines étapes qu'on entrevoit. Donc, ça, je vais vous le présenter en dernier. Ensuite, on a 2 rapports qui sont des rapports d'activité, qui sont des activités qui ont été menées donc en mars et qui sont accompagnés d'un tableau de travail. Et finalement, on a un glossaire. Donc, si ça vous intéresse, j'ai ajouté pour chacun des documents les liens ici dans les petits logos en haut à droite de chaque image pour pouvoir les consulter. Alors, le premier rapport d'activité aborde une activité qu'on a appelée les perceptions de force et de besoins des initiatives existantes. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette activité? C'est qu'on a travaillé en sous-groupe d'acteurs plus ou moins similaires. Donc, les producteurs avec les producteurs, les gens qui travaillent en mise en marché avec les autres qui travaillent en mise en marché, etc. Et on a demandé aux gens il y a quelqu'un qui a bougé mes écrans ici. On a demandé aux personnes d'identifier quels sont les... excusez, je vais devoir déplacer ça.
quelles sont les forces et faiblesses qu'ils voient aux éléments qui existent déjà aujourd'hui, en fait, dans le système alimentaire. Donc, on les a présentés en forme de casse-tête. Et donc, les participantes identifiaient pour chacun des morceaux de casse-tête quelles sont les forces qu'ils identifient, quels sont les besoins qui seraient encore nécessaires. Il faut être conscient que ce travail-là est un travail de perception. Donc, on n'est pas dans une analyse de rapport avec une recherche approfondie. On voulait regarder les perceptions pour pouvoir comparer qu'est-ce que les différents types d'utilisateurs perçoivent par rapport à certaines initiatives. Et les initiatives qui ont été présentées sont des initiatives que ces acteurs-là ont choisi eux-mêmes d'évaluer. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat par rapport à ça? C'est qu'on a regardé, premièrement, les résultats par groupe de travail pour identifier qu'est-ce qu'elles ont l'air d'être les constats prioritaires pour chacun de ces groupes de travail-là. Ensuite, on a regardé pour chaque initiative, est-ce qu'il y avait des observations similaires ou différentes des différents groupes, donc sous les différentes perspectives d'acteurs différents. Et finalement, on a regardé de façon transversale. Donc, si vous voulez consulter ces résultats, il y a donc dans le rapport en question, il y a un tableau qui vous liste en fait toutes les différentes initiatives qui ont été évaluées par un ou plusieurs groupes. Et si vous voyez bien entre guillemets carrés, vous voyez le nom du groupe qui a évalué cette initiative. Mais encore une fois, je vous rappelle, il s'agit de perception, il ne s'agit pas de force et de besoins réels, mais ça permet de voir en fait s'il y a potentiellement des choses qui sont à corriger ou de la communication qui pourrait améliorer certaines perceptions. Donc, j'irai dans les constats par la suite. Maintenant, l'activité 2 allait une étape plus loin, puis se demander, OK, on a évalué les besoins et les forces de chacune de ces initiatives individuellement. Comment est-ce qu'on pourrait potentiellement aller les agencer l'une à l'autre, créer des synergies ou aller identifier des maillons qui pourraient manquer dans ce système? Donc, on a premièrement fait cette activité en sous-groupes homogènes. Ensuite, on a mélangé les sous-groupes et on a refait l'activité pour essayer de créer des ponts. Et le résultat a été compilé dans un schéma Miro pour graduellement le structurer. Et donc, le narratif est dans le rapport numéro 2 d'activité. Et ensuite, dans le tableau de travail, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir avoir les résultats. Donc, les activités ont été structurées selon 4 défis. Les 2 premiers défis observent la problématique sous un angle de chaîne d'approvisionnement. Le défi 1 regarde la chaîne d'approvisionnement des aliments locaux et durables spécifiquement. Donc, la question, comment est-ce que les aliments peuvent passer des producteurs durables et locaux vers les organismes communautaires? Et donc, on a identifié les éléments liés au soutien de la production et de l'achat et des éléments liés à la mutualisation des étapes de mise en marché et d'approvisionnement. Si ça vous intéresse, donc, vous allez trouver ces détails-là dans le rapport. Le défi numéro 2 aborde les aliments qui sont sous-utilisés ou inutilisés dans le système actuel. Donc, on va parler des surplus agricoles ou des aliments invendus, des aliments non récoltés. Et on va regarder comment est-ce que l'accès à ces aliments-là peut être augmenté pour les organismes communautaires qui desservent des ménages en situation d'insécurité alimentaire. OK. Donc, Désolée, c'est moi, je l'accroche par accident. OK, c'est correct. Le deuxième angle dans lequel on a regardé cette question des défis est l'angle des défis organisationnels. Donc, comment est-ce qu'on pourrait potentiellement mieux organiser le travail ensemble en tant qu'organisation individuelle ou en tant que système alimentaire? Donc, le défi 3 regarde la question du manque de ressources et de savoir qu'on voit dans différents maillons du système alimentaire, puis potentiellement comment, à travers la mutualisation des ressources ou à travers une restructuration de la façon dont on travaille, on pourrait faciliter ce manque de ressources et de savoir. Et finalement, le dernier défi regarde les enjeux de concertation, de collaboration intersectorielle. Donc là, on dépasse l'échelle d'un seul maillon dans notre cycle alimentaire, mais on regarde vraiment le système au complet. Comment on pourrait optimiser l'arrimage entre les acteurs ou travailler à des plaidoyers conjoints pour adapter le système alimentaire aux besoins du cycle, ou aux besoins des organismes qui travaillent dans ce cycle-là. Donc,
Comment est-ce que vous allez pouvoir creuser ces questions dans le rapport? En fait, c'est en utilisant le tableau numéro 5 qui se trouve au début du rapport, qui est comme une genre de porte d'entrée de ce rapport-là. Donc, dans le tableau, vous voyez en vert et en jaune les 4 défis qui sont présentés avec les idées principales qui sont présentées dans chacun des défis. Donc, par exemple, pour le défi numéro 1, la question du soutien à la production ou à l'achat des aliments locaux. Et dans le rapport, vous allez alors avoir un lien qui va vous référer au tableau de travail ou qui va vous référer au texte dans le document pour chacune des idées qui a été présentée ici. Et donc, ça va être la même chose pour les autres défis. Note importante avant de vous laisser lire ces documents, c'est que, premièrement, ce ne sont pas les points de vue du collectif Récolte, c'est un rapport de compte-rendu d'activité. Donc, ce sont les points de vue des participants qui étaient là. Dans certains cas, il y avait des points de vue différents. On a aussi essayé de compléter le texte avec des ajouts d'informations qui venaient de sources extérieures, donc en mentionnant, par exemple, dans d'autres sphères de concertation, dans d'autres documents de rapports qui ont été publiés qui abordaient ces questions-là. Et c'est important aussi de mentionner qu'il s'agit vraiment d'un début d'un remue-ménage collectif. Donc, c'était issu d'une première étape. On n'est pas à des solutions finalisées, mais on est au niveau de différentes pistes d'idéation qui pourraient être continuées ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le fameux tableau de travail dont je parlais tout à l'heure? C'est une sorte de cartographie ou de début de cartographie des différentes solutions qui ont été présentées. Donc, vous voyez ici à gauche les idées de maillons ou de synergie manquantes, où on a fait la liste de toutes les idées qui sont ressorties pendant la démarche. Ensuite, on a la colonne du milieu qui aborde l'existant ou les morceaux du casse-tête dans Montréal. Donc, qu'est-ce qu'on connaît déjà, par exemple, pour des solutions solidaires à bâtir sur base d'un système système qui existe des fermiers de famille? Qu'est-ce qu'on a déjà comme solution qui permet de répondre à ça? Mais on sait, par exemple, que le groupe de producteurs des biolocaux forme déjà une entité mutualisée qui essaye de répondre à ce genre de défi-là. Donc, ça, c'est un des morceaux du casse-tête sur cette problématique. Dans la colonne de droite, on a des sources d'inspiration qui viennent de ailleurs ou qui sont des webinaires qui abordent cette thématique-là et qui permettraient de nous aider ou d'augmenter notre inspiration sur cette thématique. Par exemple, on avait une idée ici à gauche, en haut, qui abordait la question de mettre en place un réseau de marchés fermiers en vente directe ou d'arrimer les réseaux de marchés existants. Puis, une source d'inspiration pourrait être le système des Green Markets de New York, qui est une plateforme où on a donc accès à ce genre de réseau. Donc, ce tableau de travail-là se veut un tableau interactif où on invite tout le monde à contribuer puis à ajouter des idées ou d'aller s'en inspirer si vous travaillez sur des thématiques en lien avec ce qui est ressorti. Et vous voyez en bas les différentes pages du tableau qui suivent en fait les différents défis qu'on a présentés dans le rapport. Donc, j'espère que cette présentation va vous aider à consulter le rapport. La troisième activité qu'on a fait pendant cette première étape était un mini-atelier participatif qui a aussi eu lieu pendant les webinaires que nous faisons conjointement avec l'Espace Cuisine, donc les webinaires de rendez-vous de l'approvisionnement local et solidaire. Et donc, vous allez trouver le lien ici si vous l'avez manqué avec la fiche synthèse de ce webinaire qui se penchait spécifiquement sur la question de solidarité. Comment donc améliorer l'accès aux aliments pour les organismes communautaires en travaillant sur cette question de solidarité entre organismes. Donc là, on a fait le tour de tout le contenu des rapports qui vous permet d'aller creuser davantage. Je passerai donc à l'étape des faits saillants. Premièrement, en termes de forces et besoins des initiatives, on a donc regroupé toutes les forces, puisque ce qu'on remarque de façon générale, c'est qu'à travers les différents maillons du cycle alimentaire, on voit que les acteurs, les actrices et les bénévoles qui travaillent là-dedans sont très engagés, très débrouillards, très innovants, et qui, malgré les défis auxquels ils font face et la rotation du personnel, on voit vraiment beaucoup d'innovation qui se fait dans le système. On voit aussi que des initiatives ont l'air de se démarquer particulièrement dans les discussions et ce sont des pôles logistiques alimentaires et les initiatives de mutualisation des ressources ont l'air d'être vraiment priorisées. On voit qu'il y a une vision commune ou complémentaire qui a l'air d'être portée par des acteurs à travers le cycle d'un système alimentaire plus durable, plus local et plus solidaire. Et on voit qu'il y a un désir de collaborer, de se rencontrer pour arrimer davantage, soit au niveau territorial, soit d'arrimer aussi sur des thématiques spécifiques. Et il y a un désir aussi de partager des savoirs.
Au terme de difficultés, on voit aussi qu'il y a des difficultés qui se recoupent à travers tout le système alimentaire. C'est le manque d'adéquation entre des besoins, les ressources et les services qui sont disponibles. Puis là, on parle de tout type de ressources, donc tant le financement, ressources humaines, main-d'œuvre occasionnelle, infrastructures, équipements, etc., incluant même des outils informatiques qui ne sont pas nécessairement adaptés aux besoins du cycle alimentaire local, durable et solidaire. On voit aussi un manque d'accès au savoir. Un manque d'accès physique et économique à des aliments de façon générale pour les organismes qui desservent les populations vulnérables. Et on voit aussi que le cadre légal et les offres de financement ne sont pas toujours adaptés aux besoins des organismes qui travaillent dans ce secteur-là. En termes de temporalité, donc beaucoup de financements qui sont court terme, qui sont restreints par projet, ou parfois les cadres légaux qui vont correspondre à des organismes beaucoup plus gros, mais qui ne vont pas toujours correspondre à des organismes plus petits ou à des producteurs qui travaillent de façon plus petite. Donc, le résultat, en fait, de cette combinaison de forces et de faiblesses, c'est que malheureusement, ça va mener à de la compétition et du travail parfois en vase clos à l'intérieur du système alimentaire, alors que tout le monde a cette volonté de pouvoir travailler de façon plus arrimée. On voit aussi que les plus petits acteurs vont être marginalisés à cause de cette compétition, puis on voit qu'il y a un peu de clivage qui se fait entre, par exemple, les discussions autour de l'agriculture urbaine et l'agriculture périurbaine, autour du rural versus l'urbain, ou même autour des discussions abordant la question de la sécurité alimentaire ou les questions abordant l'alimentation durable et locale. Donc, ça, c'était les constats qui étaient donc à la base. Maintenant, en termes de faits saillants dans l'idéation donc des solutions. Les solutions qui ont été proposées, il y en a un bon groupe qui abordait la question de la mutualisation et de l'arrimage des pôles logistiques alimentaires. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être juste préciser ce qu'on entend par un pôle logistique alimentaire. Donc, nous travaillons avec la définition de la CQCM. Donc, le pôle logistique alimentaire est vu comme une entreprise coopérative ou une OBNL qui regroupe soit des exploitants agricoles, des individus, des organisations qui travaillent dans le système alimentaire, puis qui ont quelque chose à faire ensemble, c'est cette construction d'un système alimentaire plus durable et de proximité. Donc, ça peut avoir une ou plusieurs fonctions et ça peut regrouper une sorte d'acteurs ou plusieurs sortes d'acteurs dans le cycle alimentaire. Et l'objectif principal, c'est vraiment la maximisation des retombées sociales, économiques et environnementales de notre travail. Et donc, les fonctions, les ai mis ici en bas, ça peut travailler sur la production uniquement, sur l'agrégation, l'entreposage, la transformation primaire, la mise en marché, la distribution ou des services sociaux où on peut combiner différentes. Donc, c'est vraiment une définition très, très large, mais qui est intéressante parce qu'elle permet d'aborder en fait vraiment cette question de travail conjoint. Donc, qu'est-ce qu'on voit comme fait saillant? C'est que premièrement, les acteurs qui étaient présents voient les forces de la mutualisation parce qu'elles permettent de partager des équipements ou des infrastructures, des ressources humaines, et elle permet aussi d'aller chercher des services transversaux qui pourraient servir à plusieurs. Donc, on pense de nouveau, par exemple, aux outils TI. Mais malheureusement, on manque de données pour prouver la rentabilité de ce travail de mutualisation. Donc, c'est un peu un frein pour certains acteurs de rentrer dans ce genre d'initiative. On voit qu'il y a un intérêt pour les pôles alimentaires, soit des pôles qui desservent une seule fonction, comme par exemple un pôle de producteurs, mais aussi des pôles qui vont aller aborder un service à travers différents acteurs. Puis je pense que Hélène, tout à l'heure, va pouvoir nous présenter un exemple, donc comment différents acteurs peuvent collaborer ensemble. Et l'avantage des pôles multi-acteurs, c'est cette rentabilisation des pôles hors saison, par exemple, de production. Donc, ça permet de pallier à la question de la saisonnalité. Et finalement, ce qu'on voit, c'est un intérêt pour la recherche d'arrimage entre ces différents pôles, les initiatives qui existent. Donc, est-ce qu'en travaillant ensemble, en mettant les morceaux du casse-tête ensemble, on peut aller plus loin? Donc, sur base de ces premiers faits saillants, on a identifié 3 groupes de thématiques sur lesquels on pourrait réfléchir davantage collectivement dans le futur. Donc, le premier groupe de thématiques, c'est la question des solutions et pôles de mise en marché d'approvisionnement locaux, durables. Et donc, comment est-ce que potentiellement on peut améliorer cet arrimage? Donc, on a 3 thématiques qui abordent les aliments locaux. Le premier, c'est comment est-ce qu'on peut arrimer et innover en termes de solutions de mise en marché de circuits courts qui ciblent des consommateurs individuels. Le deuxième, c'est l'arrimage entre les pôles logistiques alimentaires qui font la mise en marché, l'approvisionnement local pour les organismes.
Donc, par exemple, des organismes communautaires, le HRI et d'autres secteurs qui cherchent des aliments locaux. Donc, ça faciliterait, par exemple, l'accès à ces aliments parce que si on arrive à mieux arrimer, bien, on n'a pas besoin d'aller chercher une multitude de clientèle. Et le troisième élément là-dedans, donc, c'est d'innover en termes de mécanismes et d'approches d'économie solidaire entre organisations, donc business to business, le B2B, qui pourraient être appliqués à des pôles et des organismes de clients organisationnels. Ensuite, on a des solutions qui ciblent les invendus et les surplus. Donc, ça se ressemble. Donc, est-ce que potentiellement on pourrait mutualiser ou créer un genre de pôle de glanage et de collecte de surplus? Est-ce que potentiellement on voudrait faciliter l'arrimage de différents réseaux de pôles alimentaires pour les invendus? Donc, rattacher Moisson Montréal à des pôles de quartier. Puis il y a certains arrondissements, certains quartiers où ce travail se fait déjà. Est-ce que potentiellement on pourrait faciliter l'idéation collective en lien avec la double fonction des invendus? Donc, la potentielle compétition qui se passe entre le dépannage alimentaire versus l'économie anti-gaspillage. Peut-être qu'il y a du travail à faire de réfléchir cette double fonction collectivement. La troisième thématique, c'est la thématique plus organisationnelle, donc en termes d'espace, de ressources et d'équipements. Est-ce que potentiellement, ensemble, on peut innover en pôle de mutualisation transsectorielle qui cible soit, par exemple, la main-d'œuvre, donc des pôles qui permettraient tant à des producteurs qu'à des organismes communautaires d'avoir accès à de la main-d'œuvre bénévole et occasionnelle, des pôles de transport, des pôles qui ciblent le stockage et la transformation primaire, des pôles qui ciblent des petites chambres froides au niveau des quartiers, par exemple, ou des pôles qui vont aller travailler sur des services de développement d'outils de gestion ou d'outils TI qui sont adaptés à la mutualisation. Donc, on a ces différentes thématiques-là. Puis là, la question qu'on voulait se poser, qu'on voulait vous poser, c'est est-ce que vous travaillez ou vous réfléchissez avec votre organisation à ces thématiques qui sont ici à l'écran? Si vous réfléchissez à ces questions-là au niveau régional, on vous invite à ajouter le nom de votre organisation et la région à laquelle vous réfléchissez à ça dans un post-it de la colonne gauche. Et si vous réfléchissez à ces questions-là au niveau d'un arrondissement ou d'un quartier, de les mettre ici dans la colonne droite. Par exemple, on mentionne ici le collectif Récolte qui se penche sur cette question d'économie solidaire pour la région de Montréal. Donc, on a ajouté notre post-it. Donc, j'inviterai tout le monde à faire pareil. S'il y a des thématiques qui sont abordées ici sur lesquelles vous travaillez, d'ajouter votre nom de votre organisation dans ces post-it-là. Si vous n'êtes pas à l'aise de le faire sur Miro, vous pouvez le mettre dans le chat, puis on va l'ajouter pour vous. Oui, Erika. Oui, je veux juste savoir, parce que là, réfléchir. Tout le monde qui est là aujourd'hui au webinaire réfléchit à ces questions-là. C'est pour ça ils et elles sont présentes. Donc, est-ce que on cherche plus à comprendre qui agit ou est-ce que les gens qui chercheraient à agir, j'ai l'impression que la réflexion, c'est peut-être très large parce je pense que tout le monde ici réfléchit à l'ensemble de ces questions-là. Oui, ben, je parle d'une réflexion très active. Si c'est une réflexion que c'est plus comme travaillez-vous ou êtes-vous activement dans une démarche qui est peut-être pas encore aboutie à quelque chose, mais qui cherche à faire ce travail-là. Donc, par exemple, je prends l'exemple de la question d'économie solidaire au collectif Récolte. C'est pas qu'on est très, très loin avancé, mais c'est une thématique sur laquelle on est en train de s'organiser pour travailler là-dessus. Donc, on n'est pas dans une réflexion comme floue encore, mais dans quelque chose de très concret. Est-ce que vous travaillez ou vous réfléchissez de façon concrète à ces éléments? J'espère que ça clarifie, Erika. Oui, merci beaucoup. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, on peut lever la main ou ouvrir les micros, tout simplement. C'est vraiment agréable de voir toutes les post-it qui se placent. Donc, ça indique en effet qu'on réfléchit à beaucoup de ces questions, qu'on travaille sur plusieurs de ces questions-là aujourd'hui. J'ai une question à poser par rapport au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous dites RRAC02. Qu'est-ce que le RRAC02? Je vais me permettre de répondre. Je suis la chargée de projet de ce projet-là. C'est le regroupement régional en alimentation communautaire. Donc, c'est un projet qui est en cours, un organisme qui est en création présentement pour regrouper les différents acteurs qui travaillent en insécurité alimentaire pour faire
carrément ce que vous faites comme réflexion, soit du maillage, puis de la coopération entre les organismes en mutualisant différents efforts et ressources qu'ils ont entre eux. Si je peux me permettre, je m'excuse, Isabelle, arrête-moi dès que tu veux, mais là, vous travaillez surtout sur les invendus. Est-ce que vous mutualisez des infrastructures? Est-ce que vous, tu sais, concrètement, comment ça prend racine? J'aime ça voir ce qui se passe ailleurs au Québec aussi. Bien, présentement, le projet est encore en état embryonnaire. On est encore dans la constitution de l'organisme, mais il y a déjà 2 projets qui sont en cours. Il y a, premièrement, les espaces CT, c'est des espaces collaboratifs de transformation ou des invendus directement des producteurs en partenariat avec la moisson locale, Moisson Saguenay, sont transformés en macédoine ou en petits morceaux pour être revendus dans des épiceries communautaires ou encore on est en train de travailler pour revendre au niveau plus institutionnel. On est en négociation pour revendre dans notre CIUS local, par exemple. Donc ça, c'est les espaces CT. Puis, on a Transport Agro 02, dont ça fait plusieurs années, puis c'est toujours en concertation, qui offre un service de transport mutualisé où pour les producteurs, entre l'ensemble des acteurs de l'alimentation ont droit au service, mais par la mutualisation, ça fait que certains acteurs de l'alimentation communautaire ont le service de transport gratuit des denrées sous une méthode de solidarité. Donc, ces 2 projets-là sont présentement indépendants, portés par des porteurs différents, mais il y a comme pour ambition de s'en venir sous le RAC, le Réseau régional en alimentation communautaire, qui n'est pas encore enregistré officiellement. Donc, c'est présentement mon travail en tant que chargé de projet de constituer légalement l'ensemble de l'organisme. Fantastique, merci. Bon, donc je vais continuer sur le prochain thème, puis n'hésitez pas à ajouter vos noms par la suite encore dans le tableau. Donc, le prochain fait saillant abordait les différents éléments en lien avec la concertation et l'arrimage de cette concertation au niveau multi-échelle de façon inclusive et décloisonnée. Donc, on identifie un besoin d'arrimer davantage les différentes sphères de concertation pour passer donc à tout ce qui se passe au niveau de proximité versus le supralocal, le régional et le provincial, puis de consolider les maillons entre ces différents niveaux-là. Et ce qu'on a identifié aussi, c'est qu'il y a besoin d'un renforcement des ressources humaines ou des capacités ou des financements au niveau de proximité aussi en termes donc dans les arrondissements et dans les MRC, dans les tables de quartier, pour travailler sur cette question de consolidation des systèmes alimentaires. On a identifié aussi la question du décloisonnement, donc pour vraiment pouvoir travailler des solutions systémiques, et ça permettrait de travailler sur un plaidoyer conjoint. Donc, différentes thématiques de plaidoyer ont été identifiées qui pourraient donc être abordées de façon conjointe. Et donc, la thématique principale qu'on a identifiée par rapport à ça, c'est la question d'idéation collective entre les acteurs du système alimentaire pour aller chercher plus d'inclusion et un meilleur arrimage multi-échelle des sphères de concertation et de plaidoyer. Puis on sait que plusieurs organismes travaillent déjà sur cette question, qui ont ce mandat, dont le CESAM a le mandat au niveau de l'échelle de Montréal, puis travaille aussi, Erika, corrige-moi, travaille aussi à bâtir cet arrimage avec la CCM et avec les autres sphères de concertation plus bas. On a dans l'Est de l'île de Montréal le réseau alimentaire de l'Est de Montréal qui travaille sur cet arrimage-là, puis on a dans l'ouest de l'île aussi, la table de quartier sud de l'ouest de l'île de Montréal qui travaille à la mise en place d'un réseau d'arrimage, de concertation. Donc, la même question, si vous réfléchissez activement ou travaillez sur ces questions au niveau régional ou au niveau d'arrondissement de quartier, vous pourriez donc ajouter votre nom ici. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est de savoir qui travaille en concertation, soit au niveau des quartiers ou au niveau régional. Pour qui travaille à essayer de chercher davantage d'arrimage de concertation. Donc, pas uniquement être en concertation avec des acteurs avec qui on est toujours en concertation, mais d'essayer de faciliter l'arrimage entre les différentes sphères de concertation. Donc, si vous travaillez, par exemple, avec une table de quartier, puis que vous essayez de bâtir des ponts entre cette table de quartier et des sphères de concertation plus régionales, ça pourrait être un exemple intéressant. Pendant que les gens remplissent,
ça me fait vraiment penser, puis arrête-moi, Isabelle, si j'ai pas le droit de faire ce genre Mais pas d'animation. trop si on va arriver à la OK, fin avant 1 heure parfait. de l'après-midi, Non, mais il mais faut que les gens vas-y. remplissent le micro, n'est-ce pas? Exactement. Parfait. Je prends le temps que les gens remplissent le micro pour parler d'un. Il y a les PDCM, les plans de développement de communautés nourricières, qui arrivent à l'échelle d'un arrondissement, puis qui se ramassent à avoir différentes concertations, par exemple, de 2 quartiers différents qui sont rassemblés sous un seul plan de communauté nourricière. Chacune des concertations de quartier avait déjà leur table. Là, elles se rencontraient certainement déjà. Mais là, se rajoute le PDCN, se rajoute d'autres tables des fois au niveau régional et même provincial. Donc, ça fait beaucoup de concertation finalement. Donc, il y a des questions qu'on commence à adresser même au niveau régional de comment toutes ces concertations peuvent mieux s'arrimer puis mieux travailler ensemble. Et on cherche à accompagner aussi les concertations qui existent à Montréal. Au niveau du Conseil SAM, on est très ouvert et intéressé à réfléchir à ces questions-là, de comment mieux arrimer finalement toutes ces concertations-là qu'on a sur notre territoire. Des fois, quand on arrive en région, j'ai l'impression, dans certaines régions du Québec, c'est plus simple, il y a moins de concertation, il y en a une seule et elle se gère. Tandis qu'à Montréal, il y a une superposition presque très, très hallucinante, finalement, des différentes concertations juste en sécurité alimentaire. Puis ça, c'est sans parler des autres volets communautaires. Et puis, donc, des fois, il y a cette, Mhm. cette saturation de concertation, puis on réfléchit à ça au niveau de Montréal, au niveau du Conseil central. Ben, c'est exactement ce qu'on suggère ici. Donc, merci, merci pour ça. Donc, on va passer à la prochaine thématique qui est la question de reconnaissance et de soutien financier. Donc, on identifie un besoin de revoir les mécanismes de financement actuels pour faciliter la vision systémique. Donc, on parlait tout à l'heure de la granularité et de la durée assez restreinte des financements, donc qui ne facilite pas nécessairement le fait de collaborer ensemble avec des solutions structurantes. Et on voit aussi un besoin d'innover en termes de mécanismes de financement, d'aller chercher des financements qu'on n'utilise peut-être pas encore assez, comme par exemple d'aller chercher du financement pour les impacts collatéraux de notre travail. Mais pour ça, on a besoin d'avoir des données, de pouvoir documenter, puis de pouvoir ensemble faire valoir les impacts non monétaires de ce qu'on fait, puis de plaidoyer, de vulgariser ces besoins-là. Donc, les thématiques qu'on identifiait par rapport à ce soutien financier, c'est premièrement d'innover et de préparer un plaidoyer en termes de soutien à la production agricole locale et durable, donc qui axe vraiment la question des impacts collatéraux positifs de la production à petite échelle locale et durable. D'innover et de préparer un plaidoyer en termes de soutien à l'achat d'aliments locaux durables. Et là, on parle aussi d'achat d'aliments locaux et durables pour des organismes communautaires qui desservent des populations vulnérables, par exemple, et de réfléchir collectivement à des nouveaux modèles de financement. Donc, nous, on le fait au niveau du collectif Récolte. On essaye de chercher des nouveaux modèles de financement. Potentiellement, il y a d'autres acteurs qui sont en train de réfléchir à ça aussi de façon individuelle, mais potentiellement mettre toutes ces différentes têtes ensemble autour d'une même table pourrait peut-être amener cette réflexion plus loin. Donc, de nouveau, la même question, qui travaille activement ou réfléchit activement à ces questions-là? Vous pouvez ajouter vos post-it ici. Après, on aura une dernière page de thématiques. Et donc là, vous aurez un aperçu de toutes les différentes thématiques qui sont sorties de la première étape de la démarche. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont vraiment encore des idées émergentes. Ce ne sont pas encore des idées qui ont été détaillées. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir discuter après, comment avancer sur ces thématiques ou sur certaines de ces thématiques collectivement. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui ajoutent des noms. Je vais passer à la prochaine page, mais vous avez accès au Miro, donc vous pouvez en fait n'importe quand continuer à ajouter des noms sur les autres pages. Donc, le dernier point par rapport aux faits saillants, c'était ce besoin de génération de savoir. Donc, on parlait du plaidoyer. Pour être capable de faire un plaidoyer en lien avec les impacts collatéraux, on a besoin de les documenter, de pouvoir démontrer en fait ces impacts.
On a besoin aussi de partager davantage de savoir par rapport aux expérimentations qui ont été faites partout dans le système alimentaire pour pouvoir mieux apprendre et éviter de chaque fois réexpérimenter à la base. Et comment est-ce que collectivement, on va gérer les différents savoirs qui émergent dans le système alimentaire. Donc, on a besoin davantage d'arrimage entre les initiatives de génération de savoir, puis j'inclus là-dedans la mesure d'impact. On a besoin de faciliter la captation et la diffusion des savoirs. Donc, on a besoin de s'assurer d'avoir des lignes budgétaires qui permettent de couvrir ça. Puis je sais que ce n'est pas dans tous les projets qu'on a accès à ce genre de lignes budgétaires-là. Faciliter l'accès et le partage au savoir à travers des outils centralisés. Donc, il y a des personnes aux rencontres qui parlaient de banques de connaissances centrales plutôt que d'avoir une multitude de banques de connaissances, de la cartographie de ce qui existe, des calendriers d'événements centraux. Donc, ça, c'était des exemples qui ont été nommés. Et aussi de faciliter l'accès à des services d'accompagnement et des expertises plus pointues. Donc, de nouveau, de s'assurer qu'il y ait des lignes budgétaires pour ce genre de choses-là. Donc, les 3 thématiques qui ressortent de ça, c'est donc d'arrimer les initiatives de captation et de partage des savoirs. Donc, à travers, par exemple, des boîtes à outils communes, des calendriers d'événements conjoints. D'innover en termes d'accès aux services d'accompagnement et aux services de consultation. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les gens soient capables de se permettre ce genre de service-là? Et d'arrimer les initiatives de génération des savoirs manquants. Donc, si, par exemple, un groupe de recherche veut faire un travail sur des questions liées au système alimentaire, comment il va débroussailler ce qui est en fait le plus nécessaire pour le travail qu'on fait? Puis, dans le tableau de travail, on a essayé de commencer une liste de différentes thématiques de recherche qui semblent ressortir, mais c'est une liste qui est encore dans ses débuts, mais qui pourrait potentiellement devenir une genre de liste centralisée pour Montréal ou pour le Québec des thématiques sur lesquelles on a besoin de faire la recherche dans le domaine, dans le cycle alimentaire local et durable. Donc, si vous réfléchissez à ces questions-là, la même question, vous pouvez ajouter votre nom ici. Puis de nouveau, on ne vous demande pas est-ce que vous partagez ou est-ce que vous captez des savoirs, mais est-ce que vous essayez de voir comment potentiellement on pourrait faciliter l'accès ou l'arrimage entre ces initiatives de génération ou de captation ou de partage des savoirs. Donc, on est vraiment dans la recherche de synergie et d'arrimage et de faciliter l'accès. Et si à temps perdu, vous voulez aller voir, donc dans le tableau de travail, vous allez voir donc en bas de chacune des pages du tableau de travail qui suit donc les 4 défis que j'ai présentés tout à l'heure. Vous allez donc systématiquement voir cette liste d'études proposées. Puis on vous invite à ajouter des études, des idées de thématiques si vous trouvez qu'il y a des choses qui manquent dans cette tentative de cartographie qu'on a fait ici. Alors, ça fait donc le tour de toutes les thématiques qui sont ressorties de cette première étape de la démarche. Et donc, on voudrait vous poser la question aux gens qui sont ici dans la salle. On sait qu'on n'est pas encore tout le système alimentaire au complet, mais déjà avoir votre opinion aussi sur les thématiques qui sont là. Quelles sont, selon vous, les thématiques qui sont les plus importantes sur lesquelles continuer collectivement à travailler? Donc, je vais lancer un vote. Chaque personne va pouvoir voter, disons, pour 3 thématiques. Ça va être plus simple. Et donc, je vais commencer le vote et vous allez simplement rejoindre le vote en cliquant sur le bouton que vous voyez apparaître à l'écran. J'espère que tout le monde a ce bouton qui apparaît sur son écran Miro. Donc, si vous regardez sur le Zoom, il faut vraiment regarder sur le Miro pour pouvoir rejoindre le vote. Et là, vous allez voir qu'il y a des petits plus qui sont apparus sur les différentes thématiques. Et donc, je vous invite à cliquer sur 3 thématiques qui sont là. Lesquelles sont, selon vous, les plus importantes à poursuivre collectivement? Donc, c'est vraiment cet angle collectif, de réflexion collective sur lequel on veut avoir votre opinion.
Il y a une personne qui a voté. Graduellement, les choses vont avancer de plus en plus rapidement. C'est difficile, Isabelle, il faut qu'on lise, il faut qu'on réfléchisse, c'est difficile à dire C'est lequel. difficile. Le choix est difficile, tout est important. Comment choisir parmi tous ces choix? Je pense que les gens vont voter tranquillement. Oui, bien sûr. On est rendu à 5. Il nous reste 1 minute de vote. Ah, ça va bien, on est rendu à 19. La fenêtre de vote a l'air de s'être fermée. Peut-être en retournant, Alain, si en bas de l'écran, il y a mention revenir à Isabelle, c'est que probablement une mauvaise manipulation a fait sortir non. Bon, je suis désolée. Alors, Alain, on va devoir prendre ton vote de façon individuelle par la suite. Donc, on a ici les résultats de notre vote. Donc, on voit que les thématiques qui ont gagné le vote, c'est la thématique d'arrimage entre les pôles logistiques alimentaires de mise en marché et d'approvisionnement local qui a eu 13 votes. On a la réflexion sur les systèmes, les modèles de financement qui a eu 11 votes. Donc, Erika, tu en parlais tout à l'heure. La mutualisation du transport de façon transsectorielle qui a eu 8 votes. Ensuite, on a la question de mécanisme d'approche solidaire B2B qui a eu 7 votes. Et finalement, ensuite, on est rendu dans le soutien à la production agricole locale et durable. On est rendu dans les 7 votes. Donc, j'ai impressionné de voir ça. Ça ressemble aux priorisations qui ont été faites de notre côté aussi. Donc, je vais rapidement vous présenter alors la suite de la démarche que nous proposons comme Collectif Récolte et vous inviter aussi à participer en fait à cette suite-là. Donc, pour ceux et celles qui ont été impliqués dans les premières étapes de la démarche, on vous avait présenté la démarche dans le temps avec une première phase qui était vraiment d'explorer les morceaux du casse-tête, d'essayer d'initier des pistes de solutions. Et la deuxième démarche qui devait commencer à l'hiver, automne-hiver, ça a glissé légèrement pour concrétiser certaines de ces idées, pour en faire des projets concrets qui pourraient potentiellement être mis en œuvre dans le futur. Et une troisième étape était alors d'étudier et de planifier ces idées-là. C'est sûr qu'on est ressorti avec une longue liste de plans de différentes solutions, puis on ne peut pas poursuivre tout ça collectivement avec l'ampleur de la démarche n'était pas imaginée aussi large. Donc, c'est certain qu'au niveau du collectif Récolte, il faut qu'on recentre notre réflexion par rapport à la mission qui était derrière cette démarche. Donc, je vais inviter Émilie à vous expliquer ce que nous proposons au niveau du collectif Récolte pour la suite que nous allons porter. Oui, merci Isabelle. Alors, je suis de retour. Donc, concrètement, on a fait l'analyse finalement des thématiques, les différents constats un peu prioritaires, puis en lien avec la mission vraiment centrale du SALIM, en lien avec le renforcement des réseaux d'approvisionnement pour les organismes communautaires, mais aussi la rémunération juste pour la mise en marché des producteurs. On s'est vraiment positionné sur les deux thématiques, en fait, qui ont quand même été très populaires lors du vote. Alors, arrimage entre les pôles logistiques et alimentaires de mise en marché et d'approvisionnement local. Et aussi, bon, tout ce qui est mécanisme et approche d'économie solidaire pour la mise en marché pour le B2B entre organismes et les autres acteurs. Pour poursuivre, alors rapidement, on est à l'étape vraiment de consolider les partenaires. On a fait l'énoncé finalement du projet. L'engagement du collectif Récolte, plus concrètement, c'est vraiment de poursuivre l'idéation collective sur les deux thématiques que nous avons priorisées et d'arriver avec l'objectif d'avoir une solution vraiment concrète, opérationnelle. On a en fait un financement pour une étude de faisabilité qui va se dérouler pour la prochaine année et on promet aussi un plan de mise en œuvre qui va commencer à partir de décembre 2024. Donc, on a 1 an pour faire l'étude de faisabilité. On est à l'étape de vraiment identifier les partenaires et rapidement, lors de la réflexion, on a approché finalement, là, c'est simple parce qu'on a vu une pertinence à avoir avec le groupe de travail en circuit court et de proximité pour avoir vraiment un appui et un rôle d'aviseur pour faciliter l'ancrage du projet dans l'écosystème, particulièrement pour la phase de positionnement et de concrétisation du plan
d'actions pour le projet futur. Donc, vous pouvez voir les différentes étapes avec les jalons les plus importants. On a déjà fini l'étape 1 de la démarche qui était vraiment d'identifier la thématique. On est en train de vraiment faire l'idéation d'arrimage des pôles. On va approcher des pôles dans le prochain mois pour faire cette idéation collective et identifier vraiment un besoin commun pour mettre ce projet en place. Puis peut-être rapidement, si vous êtes intéressé à être impliqué dans ces discussions, vous pourriez en fait même simplement sur cette page-là ajouter un post-it avec votre nom qu'on pourrait consulter par la suite ou nous contacter par courriel après la rencontre. Oui, merci Isabelle. Donc, on vous a parlé en fait des deux thématiques que nous autres avons décidé de poursuivre, mais ici, c'est l'occasion de faire un appel, une invitation des acteurs de l'écosystème, notamment de continuer la réflexion collective sur la base des idées qui sont ressorties des constats de l'étape 1 de la démarche. C'est aussi une invitation au groupe qui porte des réflexions collectives à s'inspirer des idées ressorties de la démarche. Donc, vous avez pu vous approprier les différentes thématiques. Je pense qu'on est tous d'accord, tous et toutes, qu'il y a vraiment une pertinence à poursuivre des réflexions, mais aussi à avoir des projets un peu plus concrets et structurants. Notamment, j'ai laissé la parole à la centrale agricole qui s'est vraiment vu la pertinence lors de la rencontre de co-conception pour tout ce qui était idéation autour du hub de transport. Salut tout le monde, moi c'est Hélène, j'utilise principalement le masculin. Si jamais vous vous trompez, c'est pas grave, on panique pas. Je dis que je suis une bonne personne avec qui tester votre utilisation de plusieurs pronoms. Je suis directeur général à la Centrale agricole. On est une coopérative de solidarité qui existe depuis 2019. On est situé dans le district central à Montréal, tout près du Mountain Equipment Co-op, dans un bâtiment qui a l'air de rien de l'extérieur. Moi, dans le fond, je gère 72 000 pieds carrés à l'intérieur du bâtiment. Puis j'ai pas de visuel aujourd'hui, fait que faut que vous gardiez l'attention. Je vais essayer de vous faire des cliffhangers là, pour garder votre attention. Parmi mes membres, j'ai des membres de soutien, j'ai des membres producteurs agricoles urbains. On produit du poisson, des pousses, on a 2 champignonnières, on produit des insectes, des semences artisanales, on a aussi un producteur de plantes horticoles. L'autre catégorie de membres chez nous, c'est les transformateurs et on est reconnu pour la grande quantité de synergie en économie circulaire qu'on a à la centrale. Donc, en gros, un aliment ou un ingrédient qui va arriver à la centrale, c'est pas rare qu'il fasse 1, 2, 3, 4 cycles au sein de la centrale avant d'arriver dans notre composteur industriel. J'en profite pour faire un petit coucou. Là. Il y a comme plein de monde ici que je connais. Là. César Pavel des anciens de la centrale, Nathalie Ulrich du CIBIM, on se rencontre cet après-midi. Lou, Philippe, Linda. Bonjour. J'espère que je ne manquerai pas de batterie. Si c'est le cas, je vais me reloguer avec mon téléphone genre dans les secondes. Fait que brace yourself. La centrale est en croissance très, très, très rapide. Ça amène son lot de défis et d'opportunités. On est en train de terminer un cycle de professionnalisation de nos services et aussi notre planification stratégique qui va nous permettre là, de donner le ton des 3 prochaines années. Ce qui apparaît clairement, c'est qu'on a l'obligation d'ouvrir nos services à l'extérieur de notre simple bâtiment. Quand je suis arrivée à la centrale, en janvier dernier, en parlant avec les membres, je me suis aperçue qu'il y avait des enjeux au niveau de la logistique. Tout le monde louait des camions, avait des solutions inadéquates, inadaptées, des camions qui cassent, des camions qui sont pas fiables, qui coûtent cher d'entretien. Je pense que tout le monde ici sait de quoi je parle. Fait que je me suis dit, ça pourrait être une belle opportunité pour la centrale d'acquérir 1 ou 2 véhicules puis de les mutualiser au sein des 19 membres. J'ai participé à l'atelier dont on vient de parler là, de co-conception en mars dernier. Puis moi, j'accompagnais le collectif Récolte là, depuis 2019, donc avant, à l'époque où elles étaient constituées de 3 personnes. Donc, je savais un peu là, comment le collectif Récolte travaillait ses enjeux. Je trouvais ça pertinent qu'on ait participé à cet atelier-là. Puis, pendant l'atelier, ce qui est apparu clairement pour moi, c'est qu'il y avait, à part Moisson Montréal, là, dans la salle, très peu d'organismes qui avaient la capacité de déployer une flotte partagée électrique.
L'enjeu, c'est vraiment si tu as un organisme communautaire avec 150 ou 200 000 de budget annuel, ben, c'est évident que tu ne pourras pas déployer un véhicule électrique. Si tu as la chance d'en avoir un financé, c'est sûr que ça va être du thermique. Puis les employés ont ni le temps, ni les ressources, ni l'expertise pour aller faire les recherches pour implanter une borne de recharge ou pour juste trouver un véhicule parce que c'est très rare. Donc, au sortir de l'atelier, ben, j'ai proposé une vision améliorée du projet de flotte électrique. L'idée, c'est qu'en ayant une flotte qu'on rend accessible aux Inc. Et aux OBNL, ben, le coût de location pour un Inc. permet de financer un tarif accessible pour les OBNL. Donc, on a monté le projet, on l'a pitché à plusieurs endroits, puis premier petit cliffhanger, c'est un projet très populaire qui amène beaucoup d'intérêt autour de la centrale agricole. Pourquoi? Parce que notre comité de pilotage est composé notamment de Erika, Émilie, Coop Carbone, la Direction régionale de santé publique, Cargoem, la grappe de transport métropolitain. On a autour de la table des gens qui connaissent les enjeux de mutualisation et qui savent surtout ce qui n'a pas fonctionné par le passé. On a réussi à aller chercher là, le soutien de Propulsion Québec pour le financement des bornes de recharge. Puis le but du projet, c'est vraiment qu'on offre un clé en main. Donc, si on a un organisme communautaire en sécurité alimentaire qui veut collaborer avec nous, par exemple, à la revalorisation d'invendus, qui a besoin d'un camion, ben, l'idée, c'est qu'on peut le louer à la journée, les mêmes jours toutes les semaines, occasionnellement, ou si on a vraiment une utilisation 7 jours sur 7, ben, on peut avoir un contrat de location. Puis l'idée du projet, c'est qu'un OBNL, pour plus ou moins 10 000 par année, aurait accès à un camion électrique, à son infrastructure de recharge. Les assurances sont payées, l'entretien est payé. Donc, ce qui reste à payer après le 10 000 c'est vraiment juste l'électricité pour recharger le camion. On a réussi avec ce projet-là donc à déposer des demandes de financement. On a eu la chance d'être soutenu là, pour un petit montant par le Bureau de la transition écologique de la Ville de Montréal. On est en discussion avec un bailleur de fonds publics-privés que je ne nomme pas parce qu'on n'a pas encore rien signé avec eux. Puis là, Erika m'a challengé à quelques reprises sur qui est ce bailleur de fonds-là. Je vous confirme, c'est pas une pétrolière, c'est quelqu'un qu'on va aimer collectivement. Et eux, la première étape qu'ils veulent faire, c'est de nous financer une étude de faisabilité économique. Ils considèrent que c'est leur responsabilité de nous aider à avoir des chiffres assez solides pour qu'on puisse aller de l'avant avec ce projet-là puis qu'ils nous soutiennent. Donc, c'est vraiment une belle marque de confiance de leur part. Ça va leur permettre eux aussi de consolider la manière dont ils veulent nous aider. Puis les outils qu'on travaille avec eux en ce moment, c'est premièrement qu'ils financent la flotte, non pas sur des financements de 5 ans, mais des financements de 7 ans, ce qui me permet de ne pas avoir à mettre 30 000 de cash down sur les camions. Et le deuxième palier qu'on regarde avec eux, c'est de diminuer le taux d'intérêt, ce qui va me permettre d'atteindre un seuil de rentabilité dans le projet pour continuer à l'offrir à rabais aux OBNL. Êtes-vous prêts pour mon beau cliffhanger? Puis là, mon ordi va fermer, genre. On a eu la nouvelle la semaine dernière que le ministère des Transports finançait notre flotte à la hauteur de 700 000 Wouhou! On est bien excités. Par contre, moi, ce que j'ai dit au CA, c'est nous, les projets sont comme en moratoire à la centrale à cause de la planif stratégique parce qu'on veut vraiment être sûr de bien arrimer les choses pour les prochaines étapes de croissance. Donc, ce que j'ai dit au CA et que j'ai ramené au MTQ, c'est merci beaucoup, c'est vraiment excitant, c'est une belle marque de confiance. Par contre, avant de déployer un financement de cette nature-là puis aller de l'avant, premièrement, on va attendre d'avoir les chiffres de l'étude de faisabilité économique pour pouvoir prendre une décision éclairée. Parce que si le risque est trop grand, c'est la centrale qui prend pas mal tous les risques, ben on va refaire le projet, on va retourner à la table de dessin, on va prendre notre temps pour déployer le projet. Et deuxièmement, ben, c'est un projet qui demande quand même de la gouvernance complexe. Puis la gouvernance dans les projets en économie circulaire et en mutualisation, c'est souvent un petit peu le nerf de la guerre oublié qu'on tasse de côté. Puis moi, le plaidoyer que j'ai fait au MTQ, c'est on a la responsabilité collective de mettre en place une gouvernance, une structure de gouvernance qui va être validée par l'ensemble des acteurs autour du projet. Là, ça peut être le comité de pilotage, ça peut être les futurs membres, il va falloir définir tout ça. Mais il faut qu'on aille après ça, mettons, moi, chercher de mon CA un « fuck yes ». Il faut qu'ils disent « parfait, on est confiant dans les modalités qui sont en place sur la table pour que ce projet-là soit bien dérisqué ». Donc, je suis vraiment contente qu'on ait eu le financement. Ça montre que le projet est pertinent. Je remercie mes collègues, notamment Erika, le collectif Récolte, d'avoir contribué au succès de ce plan d'affaires-là qui fait une centaine de pages.
Puis c'est super excitant pour janvier, février, mars, comment on va avancer avec ce projet-là. Et je trouve ça vraiment important de redonner les lauriers dans ce projet-là à la démarche du collectif Récolte. Je le fais à chaque fois parce que la grosseur de ce projet-là vient directement du travail qu'ils font depuis quelques années à essayer d'identifier les maillons manquants. Donc, super beau projet, vraiment cool. Vous allez pouvoir en entendre parler. Pour l'instant, on n'est pas en mode dites-nous si ça vous intéresse, parce qu'on sait que le jour où on fait ça, il faut que j'aie un employé à temps plein pour comme gérer les demandes. Mais vous allez en entendre parler pour sûr. L'autre morceau que j'avais le goût de vous partager, c'est que on a aussi un projet potentiel de hub de revalorisation au rez-de-chaussée. L'année prochaine, on va se faire offrir 40 000 pieds carrés au rez-de-chaussée de notre bâtiment. Puis, c'est exactement en ligne avec tout ce qui ressort du diagnostic puis de la démarche de co-conception. Donc, je retourne exactement au même questionnement. Quel genre de structure de gouvernance on met autour d'un projet où on pourrait dire on a un 10, 15 000 pieds carrés qui est partagé, on invite les organismes en sécurité alimentaire à venir collaborer au projet, on mutualise la main-d'œuvre pour aller récolter des classés dans les champs, pour aller chercher des invendus chez les grossistes autour de la centrale, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, puis ils ne sont pas toujours desservis par des gens en sécurité alimentaire. On trie les denrées. Nous, on est capable de bâtir une chaîne de valorisation complète là, de l'aliment est parfait, on l'envoie en sécurité alimentaire, l'aliment s'est détérioré un petit peu, on l'envoie en transformation alimentaire, l'aliment s'est un petit peu plus détérioré, on peut nourrir des insectes avec, l'aliment est vraiment bien détérioré, bien, on a un composteur ou matériaux. On a un membre qui fait ça à la centrale, qui fait des matériaux isolants et sonorisants avec des résidus alimentaires. Donc, on a une chaîne de valeur complète. Mais ça, là, c'est des dizaines et des dizaines d'entreprises, d'acteurs, d'OBNL autour de la table. Comment on fait pour structurer un projet comme ça pour que ce ne soit pas la centrale qui porte 100% du risque et que tout le monde y trouve son point gagnant? Fait que moi, ça va être une de mes étapes là, après ma planif stratégique de commencer à regarder avec les gens qui sont intéressés par un projet comme ça. Qu'est-ce qu'on met dans un projet de cette nature-là en termes de modalités de gouvernance, de décision, de partage des coûts pour faire en sorte que c'est périn? Pas, je vais chercher un financement, je paye pour mes installations, puis là, oups, je tombe dans le trou, puis je suis obligée d'annuler le projet. Donc, comment est-ce qu'on est capable de faire en sorte de collaborer avec tous les gens autour du projet? Puis ça pourrait être, là, je dis n'importe quoi, là, tous les OBNL en sécurité alimentaire qui veulent collaborer, c'est un frais d'entrée de 2 000 $ par année, puis tu payes, mettons, une livraison par semaine avec des denrées. J'ai pas de modalité en tête, mais je le sais que c'est faisable. C'est juste qu'on tombe dans de l'innovation puis essayer de réfléchir différemment à des modèles pour mieux desservir, mieux boucler tous ces trous-là dans notre écosystème. Fait que je suis juste vraiment ultra content et choyé qu'on ait dans l'écosystème bioalimentaire des gens comme Erika, des gens comme le collectif Récolte qui sont capables de nous aider, nous, à créer des projets qui font du sens pour les autres organismes. Puis ça répond tout ça à la mission que nos bailleurs de fonds veulent qu'on ait à la centrale d'ouvrir nos horizons, puis de commencer à prendre un rôle vraiment plus de leader pour amener des solutions concrètes. Le fait qu'on est une coop aussi, c'est un super beau véhicule. On peut émettre des parts privilégiées pour avoir un flot de trésorerie qui nous aide à avancer. On est aussi en bonne position pour aller chercher des discrétionnaires. Le MAPAC, on nous a clairement dit on va vous accompagner pour un discrétionnaire. C'est super cool. Moi, tout le narratif autour de la centrale qui est alimenté par ces démarches-là de co-conception, c'est que nous, finalement, on n'est pas juste une coop lambda, on est vraiment un joueur fédérant, structurant dans l'écosystème. Puis, si je prends juste l'exemple des gens qui louent du pied carré chez nous, ben on est un bailleur de fonds parce que je peux vous garantir que je suis le premier à prendre un risque en signant un bail et que je suis souvent le dernier payé après tout le reste du monde. Donc, on sert aussi de marge de crédit à nos entrepreneurs, ce qui amène des enjeux en termes de flux de trésorerie qu'on veut faire reconnaître par l'écosystème, parce qu'on le sait clairement que ce rôle-là fait en sorte qu'on a un taux de survie des entreprises chez nous qui est excellent. Donc, c'est un petit peu ça que j'avais le goût de partager aujourd'hui, là, in a nutshell. Mais nos prochaines étapes, c'est de clore notre planification stratégique, consolider nos partenariats. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui s'intéressent de réfléchir à un partenariat avec la centrale, venez me voir, ça va vraiment faire plaisir de développer ça dans le début de l'année 2024 avec vous, de
aller de l'avant avec un renouvellement de notre financement stratégique à la Ville de Montréal. C'est un financement à la mission, puis c'est de ça qu'on a besoin. Puis finalement, il y a comme des démarches à Montréal pour faire atterrir un pôle bioalimentaire. On fait partie des acteurs qui essaient de collaborer autour de ça, d'où la pertinence de la flotte, d'où la pertinence d'un hub de revalorisation. Puis nos prochaines étapes, c'est fort probablement d'avoir du pied carré ailleurs à Montréal. Donc, on reste à l'affût de toutes les possibilités à ce niveau-là. On y va petite bouchée à la fois parce que la croissance a été très, très rapide. Puis là, on essaie de stabiliser. Mais il y a vraiment des belles collaborations qui s'en viennent. Puis les acteurs qui sont derrière la démarche de co-conception sont vraiment, vraiment, vraiment ultra utiles pour nous à la centrale agricole. Merci. Merci Hélène, c'est très inspirant puis très beau de voir comment tous ces projets-là sont en train d'avancer puis d'aboutir. Donc, on est très contente qu'Hélène a pu se rejoindre à nous pour vous présenter justement comment on espère que la démarche continue à vivre. Donc, on invite de façon générale, donc on vous a présenté ce que nous, on est capable de faire avancer collectivement, donc cette thématique sur l'arrimage d'épaule. Et on invite en fait tous les autres acteurs de l'écosystème alimentaire à dire, ben voilà, une thématique qui nous répond, qui correspond à notre mandat, pour lequel on est capable de faire avancer à travers nos financements, mais à la place de le faire dans notre vase clos, faisons-le collectivement. Donc ça mène un peu à ce schéma que Émilie vous a déjà présenté tout à l'heure. Si on pouvait remplir les différentes thématiques du casse-tête, puis de se demander qui peut porter d'autres thématiques plus loin. Donc, si vous connaissez des thématiques, des démarches d'idéation collective en cours qui sont en lien avec les thématiques qui ont été abordées, ou si votre organisme est intéressé à porter ou à co-porter une démarche d'idéation collective sur les thèmes qu'on a mentionnés, ou si vous êtes intéressé à participer à une démarche, si jamais il y en a une qui se met en place, dans le tableau de travail, dont j'ai rajouté encore le lien ici, vous allez trouver en fait ce tableau-ci qui est modifiable, qui est accessible à tout le monde, où toutes les différentes thématiques sont listées. Et on vous invite donc à ajouter votre nom si vous connaissez donc des démarches en cours, si vous voulez co-porter ou porter une de ces démarches-là activement. Puis graduellement, on va potentiellement voir de plus en plus de ces thématiques qui vont être portées par des acteurs. Donc, pour l'instant, on a mis en couleur ici les éléments qu'on a déjà identifiés qui avancent par eux-mêmes, mais je suis certaine qu'il y en a beaucoup plus que ceux qu'on a déjà mentionnés. Donc, je ne pense pas qu'on a le temps aujourd'hui, dans les 15 minutes qui nous restent, de vraiment aller remplir ce rapport. On voulait avoir du temps aussi pour vous entendre et vous écouter. Mais donc, le lien pour ce rapport est là. Puis, on va vous le renvoyer aussi après la démarche avec tous les documents qui sont concernés. Puis, on vous invite vraiment à communiquer avec nous ou à remplir votre nom dans ce. Ici, à l'écran, c'est juste une image. Donc, si vous voulez avoir le document modifiable, il faut vraiment cliquer sur le petit lien ici. Donc, je vous remercie tout le monde pour votre attention aujourd'hui. Puis, j'inviterai peut-être Erika à animer les 15 dernières minutes de discussion plus ouvertes. 15 dernières minutes, je vois qu'il est 11h50, puis ça nous laisse 10 minutes. 10 oui, minutes. Malheureusement. C'est le moment, en fait, on va arrêter de partager si c'est possible. Oui. Juste, tu sais, là, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui ont été dites aujourd'hui. On a été exploré vraiment à travers toute la démarche de récolte. Je serais vraiment curieuse de vous entendre. Il y a certainement, tu sais, on a eu le Miro. Il y a peut-être des points que vous aimeriez soulever. Des éléments qu'on a parlé aujourd'hui ou que vous trouvez qu'on n'a peut-être pas assez parlé, des enjeux. Tu sais, on a parlé de gouvernance, on a parlé de concertation, mais j'ai en tête certains éléments qui pourraient, tu sais, si on veut renforcer l'approvisionnement local à Montréal, à travers tout ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce qu'il y a des éléments, peut-être des projets, je ne sais pas, des éléments que vous aimeriez mettre de l'avant, partager, que vous n'avez peut-être pas mis dans un petit post-it ou dans le chat, mais que vous aimeriez qu'on échange là-dessus parce que ça vous interpelle. Je m'essaye. Puis là, je vous invite à lever la main si vous avez des éléments que vous voulez apporter. Oui, Joanie. Je trouve intéressant les résultats de vos co-concertations pour l'instant parce que ça ressemble beaucoup aux réalités dans d'autres régions telles que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce que vous avez ciblé dans vos travaux.
Donc, je ne cacherai pas que je vais surtout m'en inspirer pour le reste de mes travaux, mais les défis, puis ce que vous avez bien ciblé, pour moi, ça va être utile parce que les termes qui ont été choisis, le vocabulaire va être très fédérateur pour nos travaux de notre côté. Fantastique. Vous en faites, je vois que vous en faites déjà beaucoup du côté du Saguenay. Donc, nous aussi, de notre côté, on va pouvoir peut-être s'inspirer de vous. Ça va être donnant-donnant. Donc, c'est le fun aussi d'avoir des liens avec le reste du Québec parce qu'on sait qu'il y a plusieurs concertations là, qui mettent de l'avant des initiatives vraiment inspirantes. Donc, on sait qu'on c'est important aussi de se parler. J'aurais aimé ça. Moi, on dirait qu'il y a le volet production. Il y a différents producteurs. Je sais pas, il y a des initiatives d'approvisionnement qui nous permettent d'être en lien avec les producteurs directement. Puis il y a différents types de producteurs qu'il y a autour de Montréal. Puis moi, je vais être curieuse de voir, en tout cas, comment ça va prendre racine au niveau des pôles que soit Récolte va travailler ou que certaines concertations vont plus mettre de l'avant, vont plus s'arrimer avec. Là. Je sais que il y a moi, j'aime beaucoup, il y a le projet de la mutuelle d'approvisionnement solidaire qui est très solide pour approvisionner les marchés à Montréal, puis qui permet un approvisionnement au moins une douzaine d'organisations, si c'est pas plus. Donc, il y a déjà des initiatives très structurantes. Puis j'espère il va y avoir des liens entre ces initiatives-là. Par exemple, le projet de camion, tu sais, ça commence, on commence à comprendre comment ce projet-là va être ça va permettre la mutualisation de camions. Mais est-ce qu'il y a justement ce que Récolte va travailler, les synergies entre les pôles vont être vraiment importantes. Donc, qu'on soit capable de bien cibler c'est quoi les projets structurants pour Montréal, puis comment on peut renforcer ces projets-là pour que les uns les autres puissent s'aider, puis que ça soit pas fait en silo. Je pense que ça va être un des gros enjeux ici qu'on va devoir traiter. Je vois que les gens n'ont pas particulièrement la main qui brûle, la main qui veut se lever pour partager des idées ou des enjeux que vous vivez. Je ne veux pas prendre plus de votre temps non plus si vous êtes déjà rassasié de tout ce contenu par rapport à l'approvisionnement local. Puis, ça va me faire plaisir de continuer à parler avec vous si vous avez des idées. Je sais que Récolte, ben, vu qu'il continue, Émilie va vraiment continuer cette démarche-là. Donc, vous avez son courriel dans le chat. On vous incite fortement à prendre contact avec Récolte, d'envoyer vos idées, de mettre de l'avant vos enjeux, ce que vous pensez, parce que c'est comme ça, c'est vraiment en énonçant tout ce que vous avez en tête qu'on va réussir à rassembler toute cette information-là, puis à mettre en place, appuyer les projets plus structurants à Montréal. Je ne veux pas prendre plus de votre temps. Je ne sais pas si Émilie, Isabelle, vous avez des éléments que vous pourriez dire avant qu'on termine. Ça va. Ben, peut-être juste remercier tout le monde d'être là. Je pense que c'est vraiment très apprécié de notre côté, puis on a hâte de pouvoir continuer à travailler avec vous. Fantastique. Fait que oui, ben c'est ça, je vais juste dire, l'espace cuisine reprend en janvier. J'essaie de travailler sur un webinaire sur les épiceries solidaires. Et puis, je vais vous envoyer l'enregistrement d'aujourd'hui avec tous les documents qui ont été envoyés. Le Miro va être accessible. Donc, toute l'information que vous avez aujourd'hui, vous allez la recevoir par courriel. S'il y a des éléments que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous relancer. Puis sinon, ben, je vous souhaite un excellent temps des fêtes et bien du repos. Puis voilà.